Donc pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet et de l'agenda, j'ai toujours une petite question rituelle pour l'audience. Donc cette année, ce ne sera pas qui d'entre vous a un iPhone ou un smartphone, puisque j'imagine que c'est la majorité d'entre vous. Mais on va prendre les choses à l'inverse et je vais vous demander combien d'entre vous ont passé un coup de fil dans une de ces cabines, on va dire, dans les 6 derniers mois. N'hésitez pas à lever la main, bien haut. Une personne, bravo, c'est courageux. 2. On voit effectivement la façon dont le mobile, en l'espace de 15 ans, a changé la façon dont on vit, tout simplement, et la façon dont on communique. Vous avez tous des anecdotes à ce sujet-là. Ça s'est passé en 10-15 ans, et chez Forrester, on pense que le mobile va en fait changer la façon dont les entreprises font du business dans les 10 années à venir. C'est vrai que la convergence entre le mobile et d'autres environnements, on va dire la collision plutôt avec l'univers des médias sociaux, arrive extrêmement rapidement. On le voit à travers une statistique, le nombre d'utilisateurs Facebook mobile dans le monde. On est passé quand même de 65 millions d'utilisateurs en septembre 2009 à 200 millions d'utilisateurs, plus de 200 millions en décembre 2010. Donc en 15 mois, l'audience de Facebook mobile mensuelle, elle a plus que triplé. Donc c'est toujours intéressant quand vous avez des sociétés qui vous disent on est en retard sur le digital, on est en retard sur le e-commerce, sur le social, et on verra le mobile plus tard, puisque j'ai envie de dire trop tard, ce sera trop tard, parce que cette convergence, elle est déjà à l'œuvre. Donc si on regarde concrètement ce que ça veut dire en termes d'usage, à la fois aux États-Unis et en Europe, je vous avais présenté l'année dernière une catégorisation que Forrester a des usages mobiles. Ce n'est pas une segmentation, mais c'est une catégorisation où en fait on regarde les comportements consommateurs. On va dire en bas de l'échelle ceux qui sont inactifs, c'est-à-dire qui n'ont pas encore de téléphone mobile, à tout en haut de l'échelle ceux qu'on appelle les super connectés, c'est-à-dire qui vont accéder à l'Internet mobile au moins une fois par semaine et puis conduire des activités plus sophistiquées de type m-commerce, m-paiement. Et on voit, quand on regarde les différentes zones géographiques, que les États-Unis, en fait, sont passés devant l'Europe. C'est-à-dire que la proportion des utilisateurs qui ont des usages les plus sophistiqués, que ce soit les super connectés ou ceux qu'on appelle, nous, les entertainers, c'est-à-dire qui vont régulièrement accéder à des médias et à des contenus sur le mobile, il y a une plus forte représentation aux États-Unis qu'en Europe. Alors, évidemment, c'est une moyenne. Il y a certains pays en Europe qui sont plus en avance de phase, mais on voit bien qu'il y a eu un basculement et que l'innovation, aujourd'hui, elle se passe davantage aux États-Unis, dans la Silicon Valley et à travers un certain nombre de grands acteurs du web. Pourtant, il y a encore pas mal de rattrapage à faire par rapport au Japon, où vous voyez qu'il y a encore des usages qui sont très largement inscrits dans la réalité quotidienne des consommateurs. Si on regarde plus spécifiquement aux États-Unis, parmi les possesseurs de smartphones, il y a des nouveaux usages qui sont arrivés. Vous avez aujourd'hui, parmi les possesseurs de smartphones, donc l'ensemble de la base installée, pas uniquement les derniers possesseurs d'iPhone ou d'Android, vous en avez déjà un tiers qui télécharge des applications en mensuel. Et on voit aussi qu'il y a un certain nombre d'usages de type achat de produits, recherche de produits sur des applications ou sur l'Internet mobile qui commencent à devenir significatifs puisqu'ils approchent aujourd'hui les 10% de possesseurs de smartphones. Alors l'Europe est un peu plus en retard, mais ces nouveaux usages arrivent aujourd'hui. Vous avez à peu près 4% des consommateurs, donc là on est sur l'ensemble des possesseurs de mobiles, pas uniquement des smartphones, qui disent acheter des produits sur le mobile. Vous en avez 5% qui disent recevoir au moins une fois par mois des coupons ou des promotions sur le mobile. Et alors évidemment, quand on compare par rapport aux utilisateurs les plus sophistiqués, c'est-à-dire les possesseurs d'iPhone, vous voyez qu'il y a une différence qui est significative. Et juste pour donner un ordre de grandeur, puisqu'on parle beaucoup d'applications, vous avez quasiment 2 possesseurs d'iPhone sur 3 qui téléchargent une application en mensuel. Alors évidemment, la question, c'est celle de l'usage, et j'aurai l'occasion d'y revenir à travers d'autres introductions sur les différentes tables rondes au cours de la journée. Alors, quelles sont les tendances auxquelles on peut s'attendre dans les années à venir ? Je crois qu'on a vu l'année dernière la guerre des OS arriver. Il y a eu Symbian 3, il y a eu Bada, il y a eu Migo, il y a eu le rachat de WebOS par HP, enfin Palm.
Donc une dynamique très claire. Alors combien de plateformes, on parlait de la fragmentation des plateformes tout à l'heure, combien est-ce qu'il y en a qui pourront rester? C'est sûr qu'il va y avoir une consolidation à terme. On le voit bien aujourd'hui finalement avec la fin d'une certaine façon de Symbian et de Migo, le partenariat entre Microsoft et Nokia, et la dynamique fantastique d'Android. On est quand même passé de 65 000 activations par jour sur Android en février 2010 à 300 000 activations par jour en février 2011. Donc une dynamique extraordinaire qui ne va pas empêcher la fragmentation. Elle va rester, quoi qu'il arrive, ce qui veut dire qu'effectivement, ça a un coût de développer des applications natives, pas simplement un coût de développement, un coût de portage, un coût de maintenance, si on est intégré au système d'information, et un coût de promotion. Et ce qu'on constate, c'est que cet environnement, ces OS, ils vont sur d'autres types de terminaux connectés. WebOS, HP a annoncé l'ouverture vis-à-vis des imprimantes, vis-à-vis des PC, on voit le développement des tablettes, et on voit en fait que toute l'innovation qu'il y a eu autour des applications, elle est en train de s'étendre à d'autres terminaux connectés. TomTom a une boutique de navigation, Mac a lancé une boutique, Apple a lancé une boutique sur le Mac, et donc tout cet environnement et tout ce foisonnement d'innovation, il est en train de se développer dans d'autres univers. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est sur un monde qui est de plus en plus multi-device et multi-connecté. Là, vous avez des statistiques sur le marché US. Vous avez 37 millions d'Américains qui possèdent plus de 5 terminaux connectés. En Europe, c'est la même chose. Entre 2002 et 2010, on est passé en moyenne par utilisateur de 2 terminaux connectés à 4 terminaux connectés. Et ça a des implications énormes puisque ça va changer la fidélisation finalement client. La logique veut que la numérisation arrive sur la relation entre la marque et son consommateur. C'est vrai pour les opérateurs, c'est vrai pour les marques, et ça a des implications puisque l'enjeu pour les consommateurs, et ça a été dit tout à l'heure, c'est de retrouver des contenus et des services dans un environnement qui est multiplateforme. Ça a un enjeu aussi fantastique pour les opérateurs, puisqu'aujourd'hui, très très rares sont ceux qui proposent des forfaits data qui sont indépendants du terminal. Vous payez pour une clé USB, vous payez pour un laptop, vous payez pour un netbook, et donc ça, il va falloir que les opérateurs s'y attellent rapidement. Et donc pour connecter ces services entre eux, entre la TV connectée dont on parlait tout à l'heure, les PND, les tablettes, il y a une technologie dont on parle beaucoup dans l'univers informatique, qui est l'univers du cloud computing, qui va permettre finalement de relier ces différents services entre eux et qui va permettre aux consommateurs d'accéder à leur contenu et à leurs services dans un environnement multi-écran. Alors c'est un terme qui est effectivement très informatique. L'essentiel, c'est que ce soit, j'ai envie de dire, totalement transparent pour le client, qu'il n'ait absolument pas connaissance de ce système et qu'il y ait une expérience fluide entre les différents écrans. Mais c'est déjà une réalité aujourd'hui. Un service de musique streaming comme Spotify utilise en partie le cloud. Donc ça va se développer très clairement dans les années à venir. Et au final, les services mobiles dont on parlait tout à l'heure, c'est plus un point d'entrée dans un environnement multicanal. Et tout le débat qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, app, web, finalement, d'une part, il n'est pas vraiment pertinent parce que tout dépend des services qu'on veut développer, s'il y a besoin d'interagir ou pas avec l'OS et avec les fonctionnalités uniques du terminal. Et puis, il dépend aussi des audiences qu'on veut viser. Ce qui est sûr, c'est que les raccourcis, le débat, le jargon interne entre les widgets, les apps, les web apps, etc., finalement, d'un point de vue consommateur, il n'a pas de sens. C'est une question d'une expérience fluide, multicanal, et pour une marque, l'enjeu, il est pour un cœur de cible, que ce cœur de cible retrouve une icône, quelle qu'elle soit, dans un environnement multi-écran et accède à ces services en toute fluidité. Alors il y a d'autres tendances assez fortes, on a parlé du NFC tout à l'heure, il y a eu cette phrase du patron de Google dans son keynote à Barcelone il y a 2 semaines, où il disait finalement le NFC devrait révolutionner le commerce électronique et les paiements. Donc il a bien dit le commerce électronique et pas simplement les paiements. C'est vrai qu'on voit souvent le NFC comme une technologie de paiement sans contact. C'est bien évidemment plus que ça, puisque c'est une technologie qui va permettre de relier le marketing mobile, la fidélisation mobile et les paiements, et à la fois de relier l'univers numérique et l'univers physique. Donc on voit bien tout le potentiel de disruption d'un Google dans cet environnement.
Alors je dis nouvelle technologie, c'est vrai que le NFC n'est pas vraiment nouveau, il est en test, on va dire, depuis 4 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'enfin, cette année, on va avoir des terminaux NFC arriver. Les estimations qui circulent, c'est de 40 à 50 millions dans le monde. On parle de 1 million pour la France. Donc on va sortir du débat de la poule et de l'œuf. Malheureusement pour l'Europe, l'infrastructure chez les marchands qui permettent de lire ces puces NFC, elle n'est pas encore suffisamment développée. Et c'est aux États-Unis que, je pense, le marché se développera davantage. On le voit très bien avec le consortium des opérateurs et leur volonté de bypasser à la fois Visa et Mastercard en faisant un accord avec Discover. Donc ça va se passer, ça va arriver, mais ça va mettre du temps parce qu'il y a des enjeux fantastiques d'éducation, de marketing client et puis aussi de modèles économiques qui ne sont pas encore stabilisés. Une autre tendance aussi de fond, c'est la démocratisation des smartphones. Finalement, tous les téléphones deviennent intelligents aujourd'hui. SFR a publié une statistique il y a quelques jours où il disait sur l'ensemble de notre parc installé, on a 28% de smartphones. Donc dès l'instant où on est dans une courbe de développement, où on rentre dans des logiques de mass market et on retrouve des smartphones en hypermarché sur des prix qui sont tout à fait accessibles, il faut s'attendre à une dilution des usages par individu. Ça ne veut pas dire qu'au final, il ne va pas y avoir un incrément d'usage, puisque l'ergonomie est suffisamment intuitive pour développer les usages, mais ça veut dire que les modèles économiques qui sont basés sur les usages actuels d'iPhone et d'Android vont rapidement devenir de moins en moins pertinents. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour les marques et les sociétés qui développent une stratégie mobile ? D'abord, on constate que malgré toute la révolution des usages que je viens de décrire, les sociétés sont finalement en retard. On a interrogé plus de 200 responsables de stratégie mobile d'entreprise et la majorité d'entre eux, soit n'ont pas encore de stratégie mobile, soit sont simplement en train de commencer. Vous en avez un tiers qui simplement déclarent avoir une stratégie mobile définie et en place depuis plus d'1 an. Et quand on leur pose la question « mais quels sont vos objectifs prioritaires sur le mobile ?», la première réponse, c'est finalement pour développer l'interactivité avec le client, la notion de « customer engagement » pour une majorité d'entre eux. Ensuite, c'est de développer la satisfaction client. Et enfin, pour 30% d'entre eux, d'apparaître comme innovant. Donc on voit, et ça c'est au global, c'est toute industrie confondue, qu'aujourd'hui le mobile est plus un canal de fidélisation client et de satisfaction client qu'une logique d'acquisition et de développement de revenus. Alors évidemment c'est toute industrie confondue, ça ne veut pas dire que les commerçants, les retailers dont on a parlé tout à l'heure n'arrivent pas à générer 15 à 20 millions d'euros sur le mobile et à recruter des clients vers le mobile. Mais c'est au global aujourd'hui en tout cas la perception des sociétés qui développent une stratégie mobile. Et parmi ceux qui ont déjà une stratégie en place, on voit que finalement, ils n'ont pas toujours mis en place un certain nombre d'éléments basiques. Quand je dis basique, c'est que vous avez moins de la moitié d'entre eux qui disent avoir une vision claire du mobile à travers l'organisation. Vous avez moins de la moitié d'entre eux qui ont étudié les usages, les comportements, les intérêts et les attitudes de leurs propres consommateurs sur le mobile, qui ont mis en place des outils de performance, des indicateurs pour suivre vraiment pertinemment le développement du mobile. Donc il y a un certain nombre d'éléments de base à mettre en place. Parmi eux, c'est d'abord de commencer à regarder l'usage consommateur. Alors pas sur toutes les statistiques moyennes qu'on voit ici ou là, le taux de pénétration de l'iPhone en France ou le taux d'activation Android dans le monde, mais concrètement sur son propre cœur de cible, quels sont les usages et les comportements de vos propres consommateurs. Une étape aussi de base, c'est de développer une équipe dédiée mobile avec des représentants de différentes business units, avec des représentants des ventes, du customer care, du business development, de l'informatique, parce que souvent on voit que les initiatives sont drivées d'un point de vue marketing et que voilà, quand il s'agit de faire du M-couponing en point de vente, il vaut mieux que ce soit intégré dans les systèmes IT et qu'il y ait une vraie roadmap et une vraie vision d'entreprise. Ça suppose de créer un business case pour le mobile avec des objectifs très clairement quantifiés et puis d'allouer des ressources au mobile et d'avoir une roadmap qui, de manière réaliste, vu que le marché évolue extrêmement vite, ne peut être développée que pour un horizon à 12 ou 18 mois. Et puis ce qui manque aussi, ce qui est critique, c'est le mesurer l'impact et la performance des initiatives mobiles. Il y a énormément de développement dans le domaine du mobile analytics. Il y a un certain nombre de sociétés qui sont présentes ici, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, qui proposent des solutions vraiment intéressantes et qui couplent justement les analytics au CRM pour développer cette fidélisation client que j'évoquais tout à l'heure.
Dernier point, ce qui est absolument clé, c'est, quand on développe des services mobiles, c'est de prendre en compte les attributs uniques du mobile. Et ces attributs, nous on a tendance à les résumer à 3 principaux. La logique d'intimité. Au final, le téléphone mobile est le téléphone, le device le plus personnel que l'on possède. Et quand on voit une marque comme Procter & Gamble qui rentre dans des conversations avec des adolescentes pour sa marque Tampax sous une forme SMS, vous en avez un exemple là, je veux dire ça ne peut pas arriver forcément sur d'autres médias. On est vraiment sur une logique d'intimité et de caractère extrêmement personnel du mobile. C'est une campagne qu'ils ont fait aux États-Unis sur une communauté qui s'appelle Cha-Cha. Vous avez la logique d'immédiateté. Au final, il faut fournir des services qu'on accède immédiatement en temps réel et pas plus tard quand on sera connecté sur un PC plus grand. Et en termes de technologie, les QR codes ou les codes barres, peu importe, QR code c'est pour Quick Response Code, il y a un call to action qui est direct et on accède à de l'information en temps réel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est unique et spécifique au mobile. Et puis le dernier, on va dire, le dernier attribut unique du mobile, c'est la notion de contexte. Pas uniquement de la situation géographique et on va dire le GPS qui est embarqué dans une majorité de terminaux aujourd'hui, mais aussi l'analyse des comportements passés et des usages du consommateur. Donc ces 3 piliers-là permettent de définir une expérience unique sur le mobile. Donc pour résumer, je pense qu'il faut se sortir des débats sur la technologie, la 4G, la réalité augmentée, les web apps, etc. L'enjeu finalement, il n'est pas là, puisqu'aujourd'hui sur le mobile, ou en tout cas demain, on va rapidement pouvoir faire un peu ce qu'on veut. L'enjeu, il est vraiment de penser à la valeur que les services mobiles et les terminaux connectés, on va parler des tablettes dans une table ronde tout à l'heure, vont permettre d'ouvrir, quelles nouvelles opportunités ça va ouvrir pour les consommateurs. Ça suppose de définir en amont pour une marque ce que le mobile, quelle expérience le mobile peut permettre de délivrer en se basant sur les 3 piliers que j'évoquais à l'instant, d'intimité, d'immédiateté et puis de contexte, avec le besoin d'intégrer et d'orchestrer les initiatives mobiles à travers l'ensemble de l'entreprise, y compris en associant les directions informatiques et les différentes entités de l'entreprise. Ça suppose de créer une conversation à l'intérieur de l'entreprise sur les enjeux à court et moyen terme du mobile et de prioriser les efforts de développement sur les usages consommateurs, sur leurs besoins et sur les objectifs business où le mobile doit être intégré dans une stratégie finalement d'ensemble. Donc si vous souhaitez poursuivre la conversation, vous avez mes coordonnées là, et si vous souhaitez télécharger la présentation, vous pouvez le faire sur forrester.com, le mobile 2.0. Je vous remercie et je vais repasser la main à Christophe pour les interviews avec les startups.